Alors, Juliane va nous présenter une communication qui s'intitule «L'intégration progressive de la traduction dictée interactive à la formation des traducteurs», présentation d'un module d'apprentissage autodirigé. Alors, Juliane est traducteur agréé, chercheur et entrepreneur. Il est actuellement professeur invité à l'Université d'Ottawa. Donc, bienvenue, Juliane. À toi la parole. Merci beaucoup. Je vais vous parler d'un sujet qui se veut à la fois radicalement différent de tout ce qu'on a dit aujourd'hui et tout à fait lié également parce que c'est vraiment, ce sont des réflexions sur l'avenir de la traduction, puis comment est-ce qu'on doit enseigner et pratiquer la traduction à l'ère du numérique. Donc, je vais vous parler de traduction dictée interactive. C'est un sujet qui m'occupe depuis 10-12 ans déjà, que j'ai commencé à développer depuis mes études dans la maîtrise. Et puis, j'en ai déjà parlé à l'ACFAS. Je crois que la dernière fois, ça fait 7 ans, alors que j'étais en train de terminer mon doctorat. Fait que c'est peu que la dernière fois que j'en ai parlé à l'ACFAS, des résultats préliminaires de mon étude au doctorat. Mais avant de nous lancer officiellement sur la matière, je voudrais reconnaître que je me trouve dans la région d'Ottawa et donc sur le territoire du peuple nation Algonquin Anishinaabe. Cette nation a habité sur ce territoire et a permis le partage à partager ses connaissances, ses traditions et ses savoir-faire d'une génération à l'autre pendant des millénaires. Et je pense que nous, en traduction, on ne le fait pas assez, mais on devrait aussi reconnaître souvent que la traduction, elle aussi, existe depuis des millénaires, est pratiquée depuis des millénaires et a permis la transmission des connaissances et des savoir-faire depuis des millénaires. Et la raison pourquoi j'utilise la pierre de Rosette aujourd'hui pour ma référence à l'histoire de la traduction, c'est qu'elle nous fait réfléchir au fait que oui, la traduction était est pratiquée depuis des siècles, depuis des millénaires, mais aussi que nous n'avons pas travaillé toujours de la même façon et les outils ont beaucoup changé, ont beaucoup évolué. Moi, je suis fasciné par l'évolution des outils. Donc aujourd'hui, on parle d'intelligence artificielle, mais on parle de toutes sortes de technologies qui sont, disons, liées à l'ordinateur personnel, mais rappelons-nous que nous n'avons pas travaillé de la même façon pendant tout le long de l'histoire. Donc, moi, ce que je veux aujourd'hui, c'est vous amener un peu avant de l'arrivée des ordinateurs personnels pour vous parler un peu de la traduction dictée. La traduction dictée qui était très populaire avant l'arrivée des ordinateurs personnels, donc dans les années 60, 70, même début des années 80, c'était très populaire, c'était une pratique courante. Moi, je n'étais pas encore né. Si quelqu'un peut donner témoignage, c'est M. Barabé qui est présent. Je peux vous partager d'ailleurs un article que j'ai écrit d'un entretien que j'ai fait avec lui au sujet de la traduction dictée telle qu'elle était pratiquée à cette époque-là. Mon objectif aujourd'hui n'est pas de vous former ou de vous en dire plus sur la traduction dictée elle-même, mais plutôt sur les travaux que j'ai faits de recherche qui ont permis le développement d'une formation à la traduction dictée interactive. Donc, pourquoi interactif? Parce qu'on ne peut pas penser à ramener la traduction dictée de la même façon qu'elle était faite dans les années 70, 80, parce que les changements sont imminents, des changements sont même déjà là. Les changements, notamment par rapport à la façon dont on interagit avec les machines aujourd'hui, la nature même de cette interaction, la nature même des appareils informatiques qu'on utilise pour traduire et pour accéder à l'information. Donc, nous avons de plus en plus des interfaces qui sont tactiles, qui sont mobiles, et puis même celles qui ont encore un clavier physique, ce clavier-là commence à être un peu obsolète, commence à être un peu optionnel. Puis, avec ça, il y a des transformations dans les préférences des étudiants et des langagiers en général, mais je veux dire, la relève, les étudiants, ils sont de plus en plus habitués à utiliser différents types d'appareils qui diffèrent de l'ordinateur personnel tel qu'on le connaît depuis 40 ans. Donc,
il n'y a pas que l'ordinateur lui-même, mais les façons d'interagir. Il y a des modes d'interaction qui commencent à devenir de plus en plus naturels, dont la parole, les tactiles, la mobilité. Ce sont toutes des choses, des nouveautés, disons. Et puis nous, en traduction, on devrait aussi faire en sorte qu'on puisse s'adapter à ces évolutions-là du côté des appareils informatiques. Aussi parce que non seulement les appareils informatiques se transforment, mais aussi les environnements de travail. Donc, cette image du bureau à cubicule, je commence à disparaître, et surtout depuis la pandémie. Je crois qu'on commence à repenser bien les différents environnements de travail. Et puis ici, ce que je vous montre, c'est l'environnement expérimental de Microsoft Research. Ça fait que c'est comme un milieu de travail qui serait comme mobile, adapté, qui permet différentes façons de travailler. Et puis, vous voyez ici, il n'y a rien qui ressemble à un ordinateur à clavier et à souris, mais plutôt un bureau avec différents types de meubles qui l'ont pu déplacer, différentes façons de collaborer. Les gens qui travaillent peut-être avec une tablette, avec un téléphone mobile, avec un tableau blanc tactile, etc. Fait que ce sont des choses qui nous amènent à réfléchir. Et en traduction, nombreuses sont les traductions. Cette liste ici des logos, en fait, n'est pas exhaustive, des centres de recherche des universités qui se sont intéressés à d'autres façons de travailler, aux évolutions des environnements de travail, aux évolutions des appareils informatiques, donc à la traduction dictée, qui se sont intéressés à la reconnaissance vocale, à l'interaction multimodale, etc., etc., à l'ergonomie du poste de travail de la traduction également. Fait que ce que je vous présente aujourd'hui, c'est juste un petit retour sur mes travaux à l'Université d'Ottawa. Puis ensuite, je vais vous faire un condensé des travaux qui ont suivi, qui ont été des projets collaboratifs avec l'ICIT, avec des étudiants de l'ICIT Paris. Donc, juste pour rappeler rapidement où est-ce qu'on s'est laissé la dernière fois qu'on a parlé de mes travaux à l'ACFAS il y a plusieurs années, c'est je finissais mon étude de doctorat. Et donc, juste assez rapidement, j'avais fait une étude dans laquelle j'avais fait une expérience où j'aurais enlevé le clavier et la souris d'une tâche de traduction. Fait que j'ai voulu tester deux groupes, dont un groupe contrôle puis un groupe témoin. Qu'est-ce qui se passe quand on enlève le clavier et la souris, puis on livre au traducteur ce que j'appelais une maquette d'un environnement de traduction dictée interactive, c'est-à-dire des appareils activés avec la voix, donc munis d'un système de reconnaissance vocale et qui était tactile. L'environnement de travail ressemblait plutôt à ça. Donc, il n'y avait pas de clavier, pas de souris, mais plutôt c'était tout tactile et vocal pour faire une petite tâche de traduction. Donc, sans trop nous approfondir aujourd'hui sur la méthodologie et les résultats de l'étude au doctorat, parce que ça commence à dater, mais je tiens à vous dire que j'ai récolté différents types de données, donc quantitatifs et qualitatifs. Et dans les qualitatifs récoltés lors des entretiens, j'ai posé une question après avoir, disons, la dernière question que j'ai posée après les entretiens, puis après toute l'expérience. J'ai parlé avec les traducteurs, puis on s'est rendu compte que tout est beau, la technologie est arrivée au point où on peut se dire pourquoi est-ce que qu'est-ce qui empêche plutôt la traduction dictée interactive d'être adoptée par un plus grand nombre de langagiers à l'heure actuelle? Puis une réponse qui revenait assez souvent, je pense que l'ensemble des personnes l'ont dit, c'est le manque de formation. On n'a pas été formé à dicter à l'université, on n'a pas été formé à utiliser des logiciels de reconnaissance vocale, des appareils mobiles, à les utiliser efficacement, les intégrer dans des projets de traduction. Fait que on a remarqué un manque de formation et c'est sur cela qui se sont concentrés mes travaux et mes efforts dans les années qui ont suivi la fin de mon doctorat. Donc, moi, je me suis dit que j'allais continuer un projet
disons, à visée commerciale, un projet d'entreprise, donc une start-up technologique qui aura c'est ça, comme objectif de développer une application et une plateforme en ligne pour l'apprentissage autodirigé de la traduction dictée interactive. Donc, j'ai monté cette entreprise et je suis allé en Irlande, puis j'ai obtenu une subvention du gouvernement de l'Irlande pour développer mon projet en tant qu'entrepreneur. Donc, j'étais passé une année en Irlande et pendant cette année-là, j'ai établi un partenariat de recherche. Donc, j'ai fait une étude pilote avec une professeure chercheur à l'ICIT à Paris. On avait testé, on avait mesuré l'impact de la formation à la traduction à vue sur la performance avec la reconnaissance vocale, puis sur la qualité des traductions. Tout ça pour conclure que c'était pertinent de former les gens à faire la traduction à vue d'abord, puis ensuite à faire de la traduction dictée interactive. Donc, on a voulu amener les projets au prochain niveau et puis on a donc établi une espèce de partenariat de recherche dans lequel on a réalisé plusieurs projets de recherche appliqués avec des étudiants de Master 1 et 2 à l'ICIT. Donc, 3 équipes sur 3 années consécutives ont collaboré sur les projets qui nous amenaient jusqu'à la formation du module. Et je vais vous présenter rapidement dans une minute, mais l'objectif aujourd'hui, c'est surtout de vous présenter la recherche, comment elle a été entamée. Et je veux remercier les étudiants, c'est vraiment la gloire est à eux. C'est vraiment le travail des étudiants qui ont fait autour de mon projet de recherche. Et donc, je vous donne un petit aperçu. Je vais juste regarder le temps, c'est super. Aperçu des projets de recherche appliqués. Donc, en 2000, donc la première étape, disons la première année, les étudiants ont fait tout d'abord une étude de marché des logiciels de reconnaissance vocale et des applications d'apprentissage en général, des applications d'apprentissage des langues, par exemple. Une enquête sur les pratiques de traduction des étudiants, un focus group avec des étudiants, avec une maquette de ce qu'on appellerait plus tard Tradict, puis des ateliers pédagogiques avec des professeurs qui enseignent la traduction à vue. Donc, cette étude de marché nous a permis de faire comme un tableau comparatif qui nous a permis de déceler certaines caractéristiques propres aux différents à la fois des applications de traduction de reconnaissance vocale plutôt, puis des applications d'apprentissage des langues. Donc, ça nous a permis de dresser une liste de caractéristiques. Ensuite, on a sondé les étudiants de l'ICIT, 45 réponses pour apprendre des étudiants qui avaient suivi déjà des formations en traduction à vue. Donc, on a voulu savoir plus sur les difficultés de traduction en vue, quels sont les besoins. Aussi, on a appris au sujet des avantages de la traduction à vue et les moyens d'apprentissage préférés. Ensuite, on a fait des focus group avec les étudiants. Certains des répondants de ces sondages-là ont été invités pour faire des tests des applications de reconnaissance vocale des appareils mobiles. Et on a fait comme un remue-ménage, un brainstorming sur ces applications-là, puis sur la possibilité d'avoir une application de traduction dictée interactive qui serait conçue spécifiquement pour faire la traduction donc la traduction dictée sur des appareils mobiles et tactiles. On a fait aussi de remue-ménage avec des professeurs, donc des profs qui donnent des cours de traduction à vue pour comprendre un peu, savoir un peu ce qu'ils pensaient de la possibilité d'adapter la formation de la traduction à vue pour en faire une formation à la traduction dictée, donc pour la bonifier en ajoutant d'autres modules, puis d'autres, la mention de technologies nouvelles. Donc, je ne vais pas passer à travers la liste, mais le résultat de cette première étude, c'était une liste de recommandations de qu'est-ce qui serait une application idéale. Donc, on a amené le projet au niveau suivant, l'année d'après. Donc, on a commencé par faire sonder des traducteurs professionnels en France cette fois-ci, parce que j'avais déjà fait, disons, beaucoup d'études au Canada, mais on ne savait rien de traducteurs français ou en France qui dictent des traductions avec des logiciels de reconnaissance vocale.
traductale. Donc, on a commencé par sonder puis rechercher ces traducteurs-là qui ont bénévolement répondu à un questionnaire, puis certains ont voulu répondre au téléphone pour répondre à des questions, pour discuter davantage de leurs questions, de leurs réponses au questionnaire. Et on a pu déceler donc savoir davantage finalement du point de vue des professionnels. Je crois que 14 ou 15 traducteurs ont répondu donc à notre appel. Donc, on a appris qu'il y avait d'autres compétences nécessaires pour la dictée. Donc, on commençait à faire la compilation de tout ce qu'on avait appris maintenant. Et puis, on a commencé donc la conception de la formation. On a commencé à développer, à brosser différents types d'exercices, donc 7 types d'exercices avec des niveaux de difficulté croissants. Donc, on a fait dessiné ou conçu des exercices qui portent sur la synonymie, l'équivalence inter- et intralinguistique, des textes à trous, des résumés, des traductions dictées générales et spécialisées, et ensuite des révisions et post-éditions dictées. Donc, on parle ici des exercices qui sont faits à voix haute. Ensuite, mais les projets, parce qu'il y avait comme une idée d'un produit numérique spécifique, donc on a travaillé sur la conception graphique, la conception d'un logo, la charte des couleurs, la charte graphique pour respecter, mais tout ça, ça fait partie du projet des étudiants en stratégie digitale. Et puis, les étudiants ont livré une maquette. Ce n'est plus que ça a vraiment évolué depuis, mais la première maquette, l'objectif, c'était d'avoir une application web progressive, une page web qui peut être utilisée comme si c'était une application. Donc, on peut avoir un icône sur son téléphone mobile, ouvrir l'icône et ça nous amène vers une page web qui ressemble à une application. Donc, c'est la meilleure façon de maqueter une application à des frais, à des coûts réduits. Ensuite, dans l'année, troisième année des projets ou de la suite des projets, les étudiants, cette fois-ci, en management interculturel, mais qui avaient aussi un background en traduction, ont fait une analyse, puis un test, un essai compréhensif de la version initiale de la formation. On créé et modifié du contenu parce qu'on avait créé les exercices premièrement avec des textes qui existent, fait qu'on a voulu avoir des textes qui nous appartiennent, disons, ou des textes dont nous avons la propriété intellectuelle. Donc, nous avons rédigé tous les exercices, tous les textes de départ des exercices, fait que c'est du matériel 100% à nous. Et puis, on a fait aussi des analyses de marché, d'avantages, d'études de la concurrence, diagnostic marketing, recherche sur les questions d'ordre juridique, donc la protection des données, le règlement général en Europe, la propriété intellectuelle du projet, puis on a fait la validation de la version finale de la plateforme. Donc, ce qui nous amène à dévoiler ou très bientôt à lancer la plateforme. Le résultat fini aujourd'hui, c'est vraiment très rapide. Ce n'est pas l'objectif, ce n'est pas de vous dévoiler beaucoup sur la formation. En fait, elle n'est pas tout à fait prête. Mais donc, la formation est conçue donc, avec les exercices qu'on a conçus, avec des vidéos d'introduction, les exercices qui sont présentés, chacune avec son introduction, les objectifs. Donc, vous voyez ici, il y a des différentes leçons, dont des leçons sur l'équivalence, texte à trous, résumé, traduction dictée, reconnaissance vocale et multimodalité, traduction dictée interactive, puis une leçon supplémentaire qui est encore pilote parce que on va encore développer davantage cet aspect révision et post-édition dictée. Donc, la possibilité de faire de la post-édition à voix haute. Puis, on a fait aussi des études pilotes puis, pour apprendre plus sur la possibilité de faire de la post-édition dictée également avec des chercheurs à Dublin. On a travaillé sur la question, donc ça peut être quelque chose qui intéresse les gens ici dans la salle aujourd'hui. Et puis à la fin, on fait une conclusion, mais avec la rétroaction. Donc on a un formulaire de rétroaction qui nous permet de mieux comprendre comment ça s'est passé pour les étudiants, puis de récolter peut-être des suggestions, puis ce qui nous permet toujours d'améliorer la formation,
intégrer possiblement des idées que les étudiants eux-mêmes peuvent avoir. Donc, quand je dis des étudiants, c'est n'importe qui peut prendre la formation. Donc, les participants, les apprenants avec la formation. Donc, les prochaines étapes, pour conclure, autre que ce que je vous ai dit, c'est d'élargir la leçon pilote sur la post-édition et la révision dictée. Nous visons à créer un cours universitaire complet. Cette formation étant limitée à 3-4 heures de formation. Donc, c'est vraiment très introductif, mais on vise à faire un cours complet. Puis qui dit complet dit sur plusieurs semaines, 12 semaines de cours qui porterait sur la traduction dictée interactive, donc différents types d'exercices sur différents sujets, différents types de discussions, des échanges possibles. Donc, on va y travailler, mais c'est dans les prochaines étapes de développement de la formation. Adapter la formation dans d'autres langues, on vient tout juste de terminer la version espagnol-anglais, ou plutôt anglais-espagnol. On l'avait en anglais-français. Et puis, l'objectif, c'est d'en avoir de la formation dans d'autres combinaisons de langues. Explorer les adaptations nécessaires de la formation, pour la formation des interprètes, la traduction à vue étant pertinente dans la formation des interprètes aussi, mais aussi dans l'enseignement de langue seconde. Et on trouve dans la littérature qu'il y a un intérêt pour la traduction à vue également dans le contexte de l'apprentissage de langue seconde. Donc, est-ce qu'on peut adapter la formation également et puis l'offrir à des apprenants de langue seconde? La formation, la pratique de la traduction dictée interactive dans les contextes de langues minorisées, mesurer l'impact de la formation à la TI sur la performance des langagiers. Donc, peut-être maintenant qu'on a une formation, peut-être faire une étude où on pourrait voir si la formation est pertinente et combien d'heures de formation suffisent pour que les traducteurs se sentent maintenant en mesure d'intégrer progressivement la traduction dictée interactive, puis les outils, puis la traduction dictée tout court à leur pratique professionnelle et bien d'autres projets dont je ne vais pas vous ennuyer aujourd'hui parce que mon timing est parfait, il est à 14h20. Donc, je vous laisse avec ça en vous remerciant beaucoup et puis j'accueille vos questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Juliane. En fait, pour moi, c'est une présentation